Bonjour à tous et à toutes les amis, donc heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne AR15 Nation Tactical, votre chaîne. Donc sujet de la vidéo aujourd'hui, apprendre le langage des armes à feu pour débutants. Donc nous allons commencer la vidéo de suite après ça. Bienvenue et merci à tous les nouveaux abonnés. Ravi de vous retrouver donc sur la chaîne aujourd'hui pour cette vidéo spéciale pour les débutants, donc le langage à apprendre. Donc ça, c'est quand même quelque chose de relativement important. Donc je salue au passage rapidement mes anciens abonnés, mes fidèles abonnés qui participent à la chaîne et qui soutiennent la chaîne. Merci à eux, petit coucou au passage. Donc alors, j'ai tenu à faire cette vidéo puisque je me suis aperçu à plusieurs reprises par rapport à certaines questions qui m'étaient posées directement en physique avec des discussions sur le langage des armes, notamment des mots qui sont importants, qui ont une signification et qui ne sont pas forcément compris ou assimilés par notamment, bien évidemment, tout ce qui est débutant, les novices, etc. Donc, cette vidéo, elle est faite pour vous. C'est un petit récap aussi et une piqûre de rappel donc pour tous les anciens et tous les tireurs expérimentés, opérationnels ou pas, peu importe. Donc, je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que pour moi, elle me paraît vachement importante dans le sens où il y a quand même un langage qui est à comprendre. Si on veut vraiment s'intéresser à l'armement, il y a des bases au niveau langage, des mots importants, des mots cruciaux qui ont tous une signification. Donc, alors, on va commencer par le B à bas. Donc, fusil d'assaut. Fusil d'assaut, hein, vous le savez tous, hein, enfin, il y en a certains qui ne savent pas. C'est ce que vous avez devant vous, donc ça c'est un AR-15, donc comme son nom l'indique, c'est un fusil pour aller à l'assaut, pour faire simple. C'est une arme d'assaut, donc une arme de combat. Fusil de chasse, c'est un fusil de chasse, pour aller à la chasse, évidemment. Une arme de défense, alors là, on rentre dans un autre critère. Toute arme peut faire office d'une arme de défense. Donc, ça, c'est un mot, on va dire, général et global sur une arme à feu telle qu'elle soit. Ensuite, nous avons tout ce qui est revolver, pistolet. Alors, quelle est la différence? Alors, j'ai tout un dossier ici dans les mains. J'ai été obligé de prendre des notes cette fois-ci parce que là, c'est vachement important. Alors, les armes de poing. En anglais, handguns. Donc, on va commencer par les armes anciennes. Donc, les armes anciennes à poudre noire. Arme à l'origine, c'est une arme de poing. Toutes ces armes sont des pistolets. Donc, pistolet à poudre noire, à l'ancienne, ce sont des pistolets. Ensuite, nous avons tout ce qui est pistolet moderne alimenté par un chargeur. Donc, présentation. Donc, ici, nous avons donc le canic que vous connaissez tous, TP9 SFX, avec un magasin ou un chargeur. Donc, ça s'appelle aussi magasin ou chargeur. Donc là, nous avons un pistolet moderne semi-automatique. Appellation pour certains d'entre vous et un mot que vous pouvez entendre, souvent, c'est PA ou PSA. Alors PA, je ne sais pas trop pour, puisque en fait, c'est pas une arme automatique. Alors, quelle est la différence entre une arme automatique et une arme semi-automatique? Vous avez ici devant vous une arme semi-automatique. Donc, elles sont toutes semi-automatiques, sauf le revolver. La R15 est un semi-automatique. Le canic TP9 SFX est un semi-automatique. Et le para-ordonnance P16 40 Smith & Wesson est un semi-automatique. Donc, PA, PSA. PA, pistolet automatique. PSA, pistolet semi-automatique. FSA, fusil semi-automatique. FA, fusil d'assaut ou fusil automatique. Pour ce qui concerne maintenant un revolver. Donc, les revolvers, c'est une arme alimentée par un magasin rotatif qui tourne au fur et à mesure des coups tirés. Jusque-là, tout est clair. C'est un barillet, pour faire simple, qui tourne autour d'un axe. Donc ici, vous avez l'exemple typique. Hein, c'est un revolver, donc avec un barillet qui comporte des chambres. Donc tout ce que vous voyez ici, ce sont ce qu'on appelle des chambres. C'est là où on met la munition. Donc voilà, c'est un barillet qui tourne sur un axe, ici. Et chaque coup tiré, donc, il va tourner sur lui-même pour pouvoir présenter la chambre et la munition dans la chambre face au percuteur qui, sous l'action du marteau,
mettra la mise à feu. Donc ça, c'est important à savoir. Donc, revolver, donc, c'est un barillet qui tourne sur un axe. Ensuite, tout ce que on a aussi comme pistolet, toutes les autres armes. Donc, seules les armes qui sont des revolvers et toutes les autres armes de poing sont des pistolets. D'accord? Donc ça, c'est quand même relativement important à savoir. Donc j'entends beaucoup d'aberrations, notamment par rapport aux journalistes, par exemple, sur des reportages, pistolets, revolver, AK-47, alors que c'est pas un AK-47. Enfin bon, bref, hein, je vous fais pas un dessin, hein, vous le savez tous. Donc voilà, ça c'est quand même vachement important. Donc ça, c'est le premier point. Revolver, pistolet. À ne pas confondre. La différence entre une arme en simple action et en double action. Alors, là, soyez vachement attentifs à ce que je vais vous expliquer. La détente, donc la stringer en anglais, c'est la pression exercée sur la détente. Donc ici, c'est ce qu'on appelle une queue de détente. D'accord? Donc la détente, queue de détente, transmet un mouvement mécanique pour la percussion. La gâchette, donc il s'agit de la pièce qui tient et qui relâche directement le percuteur pour pouvoir tirer. Donc ça, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de l'arme. Ça, ce n'est pas une gâchette, c'est une queue de détente. Donc, retenez bien le nom. Donc, détente, queue de détente. Ici, vous la voyez nette, c'est ce qu'on appelle une queue de détente. Pareil pour le revolver, ce n'est pas une gâchette, c'est une queue de détente. Idem pour le R15, c'est une queue de détente. Alors, le percuteur. Striker Firing Pin. Anglais, il faut quand même mettre des mots anglais, puisque parfois c'est dit en anglais, ou c'est notifié en anglais sur la documentation. C'est la pièce qui vient impacter l'amorce pour provoquer la mise à feu. Ça, on va y venir après. Les chiens ou marteaux. Alors, c'est l'élément qui va frapper le percuteur. Donc là, ici, pour ce qui concerne le revolver, nous avons ce qu'on appelle ici un chien. Voilà, c'est ce qui vient taper sur le percuteur qui se trouve logé à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, je vais me lever un petit peu. Le percuteur se trouve donc, je vais vous le montrer ici. Là, voilà. Donc le chien vient taper sur le percuteur. Ce qui aura pour action de mettre la mise à feu, de taper sur l'amorce et de faire la mise à feu sur la munition qui, elle, partira dans le canon et dans le pas d'armure. Et ça, on va y venir après en plus de détails, un petit peu plus de détails. Les platines simple action. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, le terme platine est utilisé pour désigner un système de mise à feu. D'accord? Donc les platines simple action, donc il s'agit d'un mécanisme plus simple. Il faut amener le percuto manuellement en tirant sur la crête du marteau. Et à ce moment-là, la détente est synchronisée au marteau via le bec de la gâchette qui permet de maintenir le marteau en position arrière. Il est alors sous pression grâce à un ressort situé dans la poignée. Dès lors que l'on appuie sur la détente, on libère les pièces et le coupard. Alors, on va faire simple. Petite démonstration. À blanc, évidemment, ça va de soi. Sécurité avant tout, aucune arme n'est chargée, il n'y a pas de munitions sur la table, il n'y a pas de chargeur engagé. Culasse ouverte pour les R15. Donc, j'aime pas trop percuter à vide. Donc là, on est sur du simple action. Action sur la queue de détente. La gâchette va libérer le marteau. Le marteau va taper sur le percuteur qui, lui, va taper sur l'amorce. L'amorce mettra la mise à feu de la poudre à l'intérieur de la munition, donc à l'intérieur de l'étui, qui fera partir l'ogive qui sera prise dans les rainures du canon et qui fera son action. Voilà pour l'explication. Maintenant, vous avez aussi ce qu'on appelle des percuteurs internes. Enfin, ils sont tous internes, mais je me comprends. En fait, vous avez des percuteurs que l'on ne voit pas. Par exemple, ici, sur le caniche, c'est un percuteur interne. C'est un percuteur, donc évidemment que l'on ne voit pas, qui est à l'intérieur, ici, au niveau de la culasse, à l'intérieur.
Bon, ça, on va y revenir tout à l'heure. Alors, les platines double action. Quand on parlera de platine, par exemple, ici sur le revolver, la platine, elle se trouve ici. Là, tout ça, c'est la platine avec la mécanique à l'intérieur. Hein, donc voilà. Donc, je vais rouvrir le barillet parce que j'ai horreur d'avoir une arme comme ça. Voilà. Donc, en espérant qu'il tienne. Voilà, c'est bon. Alors, on l'appelle double action. On l'appelle double action. Donc, une platine à double action, on l'appelle double action pour deux raisons. En appuyant sur la détente, le système double action permet d'armer le marteau et de tirer en appuyant simplement. Il est donc inutile de l'armer manuellement. Il existe des armes qui fonctionnent en simple et double action. Ça, c'est ce qui concerne, par exemple, le revolver qui est devant vous, le Python 357 Magnum. Là, ici. Donc c'est un simple et double action. Alors, en double action, certaines armes, même uniquement en double action, en ce qui concerne la platine, double action, en appuyant sur la détente, et permet de repousser le marteau jusqu'au point de relâchement, et donc d'engager le tir. Ou d'engendrer le tir. Donc, ça nous donne quoi? Bah, c'est simple. Donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, je vais recommencer. Là, on est sur du simple action. Là, voilà, on est sur du double action. Simple action. J'aime pas taper à vide. Double action. Voilà. Donc c'est pour que les choses soient bien comprises. Parce que sinon, on risque de ne pas tout comprendre. Surtout quand on est novice. La différence entre un simple action, double action, c'est quand même relativement... Enfin, pas compliqué, mais bon, ça peut paraître complètement barbare, mais c'est une importance capitale. On ne fera pas la même chose avec un revolver en simple action qu'avec un double action. Enfin, on ne fera pas la même chose. Oui et non. Ce ne sera pas du tout le même fonctionnement. Ensuite, pour ce qui concerne les platines Save Action. Lorsque l'on parle de système Save Action, on parle de Glock, par exemple, ou alors un canic, comme ici, présent devant vous. Ce que la plupart des gens appellent des Save Action, et en fait, c'est un mix entre simple et double action. Mais plus techniquement, on devrait l'appeler une platine à percuteur partiellement préarmé. La détente est liée au percuteur qui est déjà légèrement sous pression, mais qui ne peut pas avancer car il manque d'énergie. Au moment où l'on appuie sur la détente, on va en fait continuer l'armement du percuteur et ainsi le relâcher. D'où la similitude avec le système double action. Donc je pense que les choses sont claires. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc là nous sommes sur une arme avec un percuteur préarmé et absence de marteau. Hein, donc comme vous le voyez, il n'y a pas de marteau. Ici, donc je vais le mettre en position. Vous voyez qu'il n'y a pas de marteau. Donc voilà. Ensuite, on a aussi un exemple avec le pistolet P38. Alors, le pistolet P38, le premier coup peut être tiré au choix de l'utilisateur, soit en simple action, on arme le marteau avec le pouce, comme je vous ai montré sur le revolver Python 357, on appuie franchement sur la détente, donc pour un tir de riposte. Les coups suivants se feront en simple action. Le mouvement de la culasse réarme le marteau. Donc vous voyez, sur un P38, déjà à l'époque, c'était déjà quand même une belle mécanique, déjà moderne, et vraiment bien moderne. Sa réputation n'est plus à faire. Comme le P08 d'ailleurs, qui est un autre système aussi. Alors maintenant, nous allons faire un petit chapitre rapide sur les munitions. Alors, balle, vous l'oubliez. Vous l'oubliez, c'est un terme utilisé aux États-Unis. Nous sommes en France, on parlera de munitions. Alors, une munition, c'est une ogive sertie dans un étui avec une certaine dose de poudre, avec une amorce qui sera mise à feu par l'action du percuteur qui va frapper sur l'amorce. Donc, on a deux sortes de munitions. Nous avons les munitions à percussion annulaire, 22 long rifle, par exemple, ou centrale. Pour mettre feu à la poudre, on dispose au fond de la douille
Là, on va parler de munitions à percussion annulaire. Donc, on dispose au fond de la douille une amorce. L'amorce est constituée d'un explosif vachement instable. D'ailleurs, je vous invite à aller voir une vidéo sur la chaîne d'un des collectionneurs que je connais très très bien, Monsieur Chautreau, qui lui a fait une vidéo là-dessus. Il a bien expliqué, il fallait surtout pas s'amuser à dessertir des ogives sur du 22 long rifle et s'amuser avec les amorces qui se trouvent à l'intérieur. C'est hyper instable. Il a fait la démonstration et c'est vraiment, vraiment révélateur. Quand il le montre, ça veut vraiment, vraiment dire ce que ça veut dire. Donc, je répète bien, l'amorce est constituée d'un explosif qui est très instable, qui prend feu dès qu'on l'on frappe dessus. Donc, c'est-à-dire que si vous dessertissez une cartouche de 22 long rifle, vous allez enlever la poudre, vous allez faire mumuse, vous allez essayer d'enlever l'amorce à l'intérieur, ça va vous claquer en pleine figure. Ça va pas exploser, mais ça peut être dangereux. Donc, il ne faut pas jouer avec ça. Donc, l'explosion de l'amorce mettra le feu à la poudre qui, brûlant, produit le gaz qui est le véritable propulseur de l'ogive. Donc, l'ogive, c'est ce que vous retrouvez au bout de l'étui. C'est ce qui forme une munition. L'amorce est donc très petite par rapport à la quantité de poudre pour ne créer aucun risque de départ involontaire. Cet explosif très instable est disposé au fond de la douille ou de l'étui. Moi, on va plutôt parler d'étui, suivant deux méthodes tout à fait distinctes. Soit sous la forme d'un anneau de pâte explosive, déposé au fond de l'étui, soit dans une minuscule cuvette disposée au centre du fond de l'étui, d'où son nom, amorce centrale. Donc en fait, vous avez aussi ce qu'on appelle donc les ogives, de plusieurs formes différentes, de plusieurs poids différentes, qui ont un impact sur le tir. Par exemple, pour la puissance d'arrêt, pour la précision, pour l'échauffement aussi du canon. Chaque munition, peu importe le calibre, que ce soit du 357 Magnum, que ce soit du 38 spécial, du 45 ACP, ACP pour le calibre 45, on va venir après sur tout ce qui est un petit peu le langage des munitions, 45 ACP, 45 automatique, Colt, pistole, désignation française, européenne si j'ose dire, 11-43. C'est un calibre de 11-43. Ensuite, il y a des choses à savoir sur tout ce qui concerne notamment les munitions, sur ce qu'on appelle la puissance, comme je le disais tout à l'heure, d'arrêt. Donc là, je vais m'en référer à mon expérience. Plus vous allez avoir une munition lourde, plus ça va demander évidemment de puissance. Donc on aura des poudres plus ou moins vives. Ça, je m'en réfère à ceux qui rechargent, ils savent beaucoup mieux que moi, puisque moi je l'ai fait mais il y a très très longtemps, je rechargeais, mais c'est plus du tout la même chose à l'heure d'aujourd'hui. Plus une munition est lourde, plus elle aura un impact et une puissance d'arrêt importante, mais plus ça va demander de puissance pour pouvoir la propulser. Donc évidemment, soit on aura de la poudre très très vive pour certaines armes, qui ne sont pas forcément adaptées sur un fusil d'assaut aussi, hein, attention, hein. Ça, je rentre pas dans le détail au niveau du rechargement, mais sachez qu'une ogive lourde, donc on va prendre par exemple un exemple sur les R15, sur du 55 grains en 5,56 ou en 223 Remington, à savoir que le calibre est le même, sauf que c'est pas du tout la même charge par rapport au 223 et au 5,56, je l'avais déjà expliqué. Vous allez avoir sur une ogive de 55 grains en 5,56, ce qu'on appelle du standard. Sur du 77 grains, on aura une ogive beaucoup plus lourde qui sera beaucoup plus précise, enfin précise, elle pourra taper beaucoup plus loin, elle aura un impact plus important pour sa puissance d'arrêt. Donc ça, c'est à savoir. Alors, pour ce qui concerne les canons, bord, barrel. Qu'est-ce qu'un canon rayé? Alors, là, soyez attentifs pour tout ce qui concerne les débutants. Donc un canon rayé, il est rayé à l'intérieur. Des rayures en spirale sont réalisées à la fabrication. Elles sont bien visibles lorsqu'on regarde à l'intérieur du canon. Vous avez tous déjà dû le faire quand vous nettoyez votre arme. Bien évidemment, on regarde à l'intérieur du canon, voir s'il ne reste pas de déchets de tir, etc., etc. Donc, explication rapide. La balle, en partant, va frotter légèrement sur les rainures. On appelle ça une tournante. C'est ce contact qui va lui donner un mouvement de rotation autour de l'axe correspondant au tir.
Alors, on va prendre un exemple tout à fait concret. Si une toupie est mise en rotation autour d'un axe vertical, elle reste verticale jusqu'au moment où elle arrête de tourner. La balle est ainsi lancée en rotation, comme une toupie, non pas autour d'un axe vertical, mais sur l'axe central du canon. Donc la balle va donc pouvoir garder sa pointe, c'est-à-dire sa forme ogivale, qui a une forme de tête de fusée, donc c'est ce que je vous dis, forme ogivale, d'où son autre nom, ogive. Donc ça, je tiens vraiment à mettre un point important là-dessus, ce n'est pas une balle, c'est une ogive, dans la bonne direction pour bien fendre l'air et ainsi rester sur la trajectoire balistique prévue. Les rainures internes du canon, comme je vous l'expliquais au départ, ont donc un effet stabilisant sur le projectile. Alors, attention, il y a une petite feinte. Parfois, au contraire, on souhaite plutôt avoir une dispersion des projectiles. Là, on va parler d'un canon lisse. Là, on parle de fusil de chasse, calibre 12, calibre 16, calibre 20 et d'autres. Là, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle une expansion, c'est-à-dire que les plombs vont partir, la gerbe, ce qu'on appelle une gerbe, à la sortie de bouche du canon, ce qu'on appelle en entonnoir, grosso modo. C'est ce qu'on va appeler une gerbe. Ça, c'est une munition de chasse. Certains canons de calibre 12 sont rayés pour pouvoir tirer ce qu'on appelle de la brenneck, donc de la balle pour sanglier. Et aussi d'autres balles beaucoup plus importantes. Ça concerne uniquement les forces de l'ordre. Ensuite, pour ce qui concerne les chargeurs. Donc, ici, pour ce qui concerne un PA, PSA, je rappelle PA, pistolet automatique, moi, c'est pas trop du tout le terme que j'emploie plutôt PSA. Ouais, certains vont dire c'est Peugeot, Renault, Citroën, mais bon, c'est voilà, c'est un pistolet semi-automatique, bien qu'il y ait eu des pistolets automatiques. Le Beretta 93R, pour ne citer plus qu'un seul, qu'on ne peut plus avoir à l'heure d'aujourd'hui, malheureusement. Donc là, nous avons donc ce qu'on appelle les chargeurs. Ça permet d'emmagasiner les munitions, d'où son appellation parfois de magasin. Donc, une arme approvisionnée, donc là le terme approvisionné signifie une arme dont le chargeur est rempli, et ainsi garni. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je grille mon chargeur, donc griller, ça veut dire quoi? Mettre les munitions à l'intérieur, je mets les munitions à l'intérieur, je l'engage dans le puits de chargeur de mon arme est approvisionnée. Deux termes à savoir, approvisionner, charger. Approvisionner, comme je viens de vous l'expliquer, on engage son chargeur, munitions à l'intérieur, donc chargeur plein, dans le puits de chargeur. Le puits de chargeur, c'est cette partie-là de l'arme, donc l'arme est approvisionnée, chargée, on engage une cartouche dans la chambre. Par contre, attention, un revolver, si on dit que le barillet est approvisionné, et voilà, mon R15 se casse la figure, là, il est déjà approvisionné, chargé. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, on va remettre notre petit R15 dans sa position initiale, voilà, ce sera beaucoup plus mieux, beaucoup plus simple. Alors, attention, vous avez différents magasins, ce qu'on appelle des doubles colonnes. Donc, des doubles colonnes, par exemple, c'est-à-dire que, par exemple, pour un gros calibre, notamment, par exemple, pour ce qui concerne les Colt, donc notamment celui que vous avez sous les yeux, là, le para-ordonnance P16, qui lui est un 40 Smith & Wesson, ce seront des munitions en quinconce, comme ça. On appelle ça en double colonne. Donc, c'est pour pouvoir en mettre plus. Ensuite, on va continuer avec une chose qui me paraît vachement importante. Donc, c'est ce qu'on appelle tout ce qui est les freins de bouche, les flash hiders et les compensateurs de recul. Et les cache-flammes. Alors ça, il y a beaucoup de choses à retenir. Enfin, beaucoup de choses. Il y a des mots-clés qui sont à retenir dessus. Exemple typique. Ici, c'est sur le Schmeiser qui a été démonté, puisque maintenant, il est équipé d'une Norek. Je vais vous expliquer de suite ce que c'est. Ça, c'est ce qu'on appelle un flash hider. C'est-à-dire suppression de flamme. Suppresseur de flamme. C'est-à-dire que ça, c'est typiquement fait pour de l'opérationnel du combat. Autrement dit, vous allez avoir le minimum de visibilité quand le coup va partir. C'est-à-dire qu'on ne vous verra quasiment pas de loin.
ça va éliminer l'effet flash. D'où son nom, Flash Hider. Ça, c'est une pièce extrêmement importante pour l'opérationnel. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les freins de bouche. Comme son nom l'indique, ici, vous avez un frein de bouche Noric qui a été monté, d'origine Schmeisser. Le frein de bouche, comme son nom l'indique, c'est lui qui va compenser le recul. Ça peut être un compensateur de recul aussi. Donc frein de bouche, compensateur de recul. Il va compenser le recul pour avoir le minimum de recul possible, pour avoir une stabilité plus importante au niveau de l'arme et pouvoir faire des tirs plus rapides tout en gardant l'arme dans la trajectoire du tir. Donc moins elle va bouger, plus on pourra tirer rapidement, moins on aura de recul, plus on sera stable. Donc c'est ce qu'on appelle un frein de bouche. Vous avez aussi ce qu'on appelle des hybrides. Donc là j'en ai pas. J'en avais un sur mon EK47. Je vous le montrerai un de ces jours, il a été fait sur mesure d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle, donc c'était un Eclipse, donc pour le nom. Vous avez ce qu'on appelle des flash hiders. C'est des flash hiders hybrides. Donc c'est-à-dire que c'est le mix entre le flash hider, donc suppresseur de flamme, et le frein de bouche. Vous avez à la fois un suppresseur de flamme et un compensateur de recul. Ça vaut assez cher, mais c'est super efficace. Malheureusement, bon, peut-être que par la suite, je sais pas, je vais peut-être garder le Noric, on verra bien. Ça, prochain test, ce sera le Noric. Ensuite, on a ce qu'on appelle les culasses ou la glissière. Alors, pour ce qui concerne un AR-15 ou un autre fusil d'assaut, la culasse, elle se trouve à l'intérieur, ici, là. Bon, je ne vais pas faire un renvoi de culasse en avant, puisque j'aime pas trop manipuler les armes comme ça en vidéo. Donc la culasse, c'est ce qui se trouve ici. Donc elle est à l'intérieur de la boîte de culasse. Ça, c'est ce qu'on appelle une boîte de culasse. Pour ce qui concerne un PSA, c'est à l'intérieur, on va dire, du couvre-culasse, entre guillemets. On va appeler ça comme ça, mais bon, c'est pas vraiment le mot. Je vais plutôt appeler ça un chariot. Donc le chariot, c'est cette partie-là qui, elle, va repartir sur l'avant avec la culasse qui est à l'intérieur. Voilà, pour les petites explications. J'espère qu'elles sont assez claires pour vous, qu'elles vont vachement vous aider, surtout au niveau des novices. Maintenant, une chose qui est importante aussi à savoir, la bouche du canon. Ça, c'est valable pour toute arme. La bouche du canon, c'est une partie extrêmement importante à vérifier si vous achetez une arme d'occasion ou si votre arme, malheureusement, ou pour des raisons X ou Y, elle tombe par terre, vérifiez bien votre bouche du canon. Ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la bouche du canon. Donc c'est toute cette partie-là. D'accord? Ça, c'est la bouche du canon. Pareil pour ce qui concerne le Python 357 Magnum. Là, c'est la bouche du canon. Si par malheur, il s'avère qu'elle est un ion, qu'elle est un choc, qu'elle subit un choc, ça peut nuire assez gravement à la précision du tir. Ça, c'est une chose relativement importante à savoir. C'est pour ça que sur certaines armes de collection, notamment j'ai le cas avec le Giver 98 que j'ai récupéré, on va refaire la bouche du canon parce qu'elle est légèrement esquintée. Moi, ça ne me plaît pas, puisque je sais très bien que ça va nuire à la précision de l'arme. Déjà que c'est une arme ancienne, donc je voudrais que les choses soient faites dans les règles de l'art. On va refaire la bouche du canon, ça se fait autour. Alors attention, c'est pas n'importe qui peut s'amuser à faire ça. Il faut vraiment faire ça avec des gens qui savent maîtriser les tours numériques, et il faut vraiment avoir aussi une arme d'origine pour prendre exactement les mêmes cotes et avoir exactement la même chose à quelque chose près. Ça, c'est une chose importante, c'est un petit détail, une petite astuce pour les armes de collection. Donc, c'est une chose qui est à vérifier, la bouche du canon. Très important. Ensuite, la fenêtre, ou alors la chambre. Donc, la fenêtre d'éjection. La fenêtre d'éjection, on parlera de fenêtre d'éjection ici. Ça, c'est une fenêtre d'éjection. Pareil, pour ce qui concerne un PSA, ici, vous avez la fenêtre d'éjection. C'est là où va être éjecté, enfin extrait et éjecté l'étui. Alors, les amis, comme vous voyez, on va faire plusieurs parties sur ce qui concerne le langage des armes à feu pour débutants, parce qu'il y a encore pas mal de choses à savoir. On va rentrer beaucoup plus dans les détails sur plusieurs volets à ce niveau-là, puisqu'il y a tout un langage.
tout un langage, notamment pour ce qui concerne les poinçons, et puis plein de choses encore qui sont à savoir. Les crosses, mi-spec, commercial, tube tampon, pourquoi ça s'appelle tube tampon, etc., etc. Plein de choses qui sont à savoir. Les ressorts de gâchette, le poids de départ d'une queue détente, les détentes réglables, les bossettes, les doubles bossettes, les départs directs, le reset, et j'en passe. Donc les amis, voilà pour ce qui concerne les bases. Petite chose que je voulais aussi vous dire, vous avez des chargeurs, bien évidemment, ce qu'on appelle chargeur ou magasin. Donc ici, pour une arme de poing, je remonte, et ici, pour une arme d'assaut, notamment un AR-15, c'est suivant la capacité du magasin ou du chargeur. Vous allez avoir des magasins de 30, voire 35. Maintenant, il en existe un de 60 sur le Schmeisser S4F. Ça, je vais certainement l'avoir dans pas longtemps. Donc, vous avez ce qu'on appelle des chargeurs. Quand on vous dit, par exemple, un chargeur de 10, un chargeur de 15, un chargeur de 20 ou un chargeur de 30, c'est la capacité du chargeur, c'est-à-dire qu'il est capable d'emmagasiner 30 munitions à l'intérieur. Donc ça, c'était la petite parenthèse rapide pour ce qui concerne les chargeurs et magasins. Vous avez aussi un mot important pour ce qui concerne les chargeurs, on appelle ça des chargeurs tubulaires. Les chargeurs tubulaires, comme sur un fusil à pompe, par exemple, c'est un tube qui est capable de contenir, par exemple, 6, 8 ou 10 munitions. Exemple, le Bell M93 que j'avais présenté dans une de mes vidéos. Pour ceux qui s'intéressent à la collection, je vous renvoie dessus. C'est sur une playlist collection. Donc les magasins tubulaires, comme par exemple aussi sur une Winchester, c'est un magasin en tube qui longe en général, qui est sous le canon en général, ça longe le canon en dessous. Les munitions sont à l'intérieur et suivant la longueur du tube, vous avez plus ou moins un apport en munitions important. Donc voilà les amis, pour ce qui concerne le langage des armes à feu pour débutants. Je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo. J'ai eu quelques petits soucis techniques sur une de mes vidéos. Bon, c'est YouTube qui a modifié certaines choses, à mon insu, apparemment, si j'ai bien compris. Donc, si vous vous apercevez qu'il se passe quelque chose sur une de mes vidéos, surtout, les amis, là je m'en réfère à mes abonnés les plus vigilants et les plus bienveillants, mettez-moi au courant, parce que je ne peux pas le savoir, puisque en fait, moi, mes vidéos, je ne les regarde pas, puisqu'elles sont faites pour vous, hein, évidemment, c'est moi qui les poste. Donc, il est possible qu'il y ait une modification qui ait été faite à mon insu, et malheureusement, ça me porte préjudice. Et merci encore à mon abonné qui m'a prévenu hier, de façon à ce que j'ai pu rectifier ce qui s'est passé, notamment au niveau du son. Donc, les amis, je vous remercie tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.